En fait, j'ai eu beaucoup de chance lorsque je suis arrivé, à la fin de l'été 87, j'ai pu assister à de très nombreux rituels. Euh, et ça, j'estime que c'est une chance parce que j'ai pu lire des chroniques de collègues qui ont attendu des mois et des mois pour pouvoir voir le moindre rituel. Et là, ça n'a pas arrêté. Et bon, même une initiation. Alors l'initiation chez les Yatmoul, c'est connu. Ils pratiquent des scarifications sur le corps des jeunes initiés. Maintenant, autrefois, ils étaient beaucoup plus jeunes, c'était 12, 13 ans, 14 ans, après juste à l'adolescence. Et d'ailleurs, il y avait un certain nombre de morts parce que c'était fait dans des conditions pas très... comment sans beaucoup d'hygiène, oui. Et donc, maintenant, c'est pratiqué avec des lames de rasoir. Autrefois, c'était avec un bambou particulier. Et c'est des jeunes plus âgés maintenant qui se font initier, ils ont une vingtaine d'années, autour d'une vingtaine d'années. Lorsque il y avait trois garçons qui se faisaient initier en 87, lorsque j'étais là-bas sur le terrain, et dont un était infirmier en ville. Donc il m'avait demandé, il avait peur d'attraper une septicémie et tout ça, donc il m'avait dit tu as des médicaments contre les infections et tout ça. Je lui avais dit oui, éventuellement tu m'en donneras, oui. Donc je lui en ai donné, en demandant l'accord quand même des initiateurs. Et il m'avait dit, tu peux faire ça, mais il n'y aura pas de belle scarification. Et c'est ce qui s'est passé. Les scarifications n'ont pas gonflé, parce que sinon, avec toutes les plantes qu'ils mettent, les massages, avec différents éléments, ça fait gonfler la peau, ce qui est recherché. Et donc, ce garçon à qui j'avais donné des médicaments n'a pas eu de belles scarifications, mais c'est lui qui m'avait demandé. Oui, moi, on m'avait demandé si je voulais. J'aurais bien accepté sur un bras ou quelque chose comme ça. Un de mes étudiants s'est fait totalement initié dans le village de Chambry, pas très loin de Palimbé. S'est fait initier de cette manière. Mais donc moi j'avais refusé parce que je me suis dit si je suis initié, je vais donc appartenir totalement à un clan et je ne pourrai avoir accès qu'aux mythes et aux informations sur les plantes et les animaux de ce clan. Et je ne pourrai plus avoir... Donc, comme jusqu'à présent je pouvais avoir des informations auprès d'hommes ou de femmes de différents clans, je me suis dit, il vaut mieux continuer comme cela. Voilà, ça a été un choix de méthodologie. Entre autres, j'ai assisté également, au début de l'année 88, à des funérailles, des secondes funérailles d'un notable local qui était mort plusieurs mois auparavant, plusieurs années même, qui s'appelait Siri-Soui, et qui... dans la maison du défunt, de la famille du défunt, avait été monté un grand catafalque suspendu par 4 liens en rotin
Et sur cette plateforme était reconstitué un mannequin censé représenter le défunt avec une tête. Autrefois, c'était la tête, le crâne du défunt. Et là, c'était un crâne qui avait été reproduit en bois. Ce qui montre d'ailleurs une certaine évolution déjà de cette société Yatmoul. Mais sinon, tout le reste, quand je suis rentré dans cette maison, c'était fantastique. En plus, je me retrouvais devant des photos que j'avais vues dans Gregory Bateson. Et c'était vraiment l'équivalent des photos vues dans l'ouvrage, le fameux ouvrage de Gregory Bateson, The Naven. Et il faut dire que plusieurs années après, mes amis Yatmoul m'ont dit « Ah ben oui, on s'était servi du livre de Gregory Bateson pour organiser notre cérémonie. » Bon, en tout cas, ça a duré 2 jours. Et là, j'ai pu avoir plein d'informations sur toutes les plantes utilisées, tous les éléments. Et donc, j'ai fait des dessins, voilà, des représentants cette plateforme, voilà, avec la tête du défunt, en notant tous les éléments, les noms locaux en langue Yatmoul. Voilà. J'ai pu assister également à de très nombreux naven. Ah non, une chose, tiens, sur ces funérailles. À un moment, je vois une très vieille femme arriver. Elle était la poitrine nue et elle arrivait avec sa robe. Elle soulevait sa robe, on voyait tout. Et alors mes amis Yatmoul me disent regarde pas cette femme. Je leur dis mais non, mais c'est normal. Parce que j'avais lu dans Gregory Bateson qu'effectivement, une femme de la famille, comme ça, venait complètement dénudée, venait devant le catafalque. Bon. Et donc, moi, je n'étais pas étonné, mais eux, qui étaient déjà, ils étaient christianisés déjà en partie, les gens de mon village. Et donc, ils étaient choqués de voir cette femme presque nue devant alors que moi, je me référais à ce que j'avais lu dans Gregory Bateson, je trouvais ça normal. Voilà, donc, une question d'appréciation des choses. Voilà, j'ai eu donc la chance aussi de voir de très nombreux naven. Et de m'apercevoir que Bateson avait évoqué qu'un certain nombre de naven. Le naven, ce n'est pas un rituel particulier, il y a des tas d'occasions de faire cela. En fait, le naven, c'est avoir un certain comportement, qu'un oncle maternel marque sa satisfaction quand ses neveux, donc enfant d'une de ses sœurs, et accomplit un acte social d'importance, construire une pirogue, pêcher un gros poisson, plein de choses. Et ceci, pareil pour les filles. Par contre, Bateson parle toujours d'hommes qui font des naven à d'autres hommes, alors que moi, j'ai pu avoir l'occasion de voir des femmes, et entre autres, lorsqu'on m'a attribué mon nom qui est Undabari Awan. Undabari, c'est le nom d'une poule d'eau. C'est pas poule d'eau, on en a chez nous aussi, avec au-dessus du bec une tache rouge. Et alors, j'aurais demandé pourquoi vous m'attribuez ce nom. Undabari Abwan. Abwan, c'est l'ancêtre, le nom générique pour les ancêtres. Donc, ils m'ont dit, parce qu'on t'a imaginé, quand tu es venu de ton lointain pays, comme les poules d'eau qui sautent d'un nénuphar sur un autre nénuphar, toi, tu es venu sautant d'une île d'un pays sur l'autre, ou d'île en île, jusqu'à notre village. Voilà. Je trouve que l'image est très belle.
Donc lorsqu'on m'a attribué mon nom, un jour, je vois une femme et puis le fils de mon oncle d'adoption maternelle qui m'avait attribué mon nom, qui me dit on va officiellement te donner ton nom. Et donc il me dit relève ton pantalon là. Bon. Et la femme de mon Wao, c'est l'oncle maternel, relève sa jupe, elle glisse ses fesses, directement ses fesses, hein, elle n'avait pas de slip, sur ma jambe. Et ils m'ont expliqué après qu'il fallait que ça soit peau contre peau. Et ensuite, ce fut son fils, le fils de mon Wao, qui a de même baissé son pantalon et glissé ses fesses. Bon, c'est un acte qui a été très longtemps débattu par les psychologues. Je n'accepte pas les psys qui disent que en fait l'oncle maternel s'offre sexuellement. C'est comme si cette femme s'était offerte sexuellement à moi. Je trouve cette interprétation totalement ridicule. Pour moi, je vois plutôt, étant donné que le terme de faire ce geste rituel qui est ngarek, on retrouve la même chose que faire du feu avec un stylet que l'on passe dans une fente, c'est le même terme galek. Et encore maintenant, lorsqu'on crée une nouvelle maison, on fait le premier feu de cette manière. En fait, ça relance aussi des échanges et tout ça. Et donc, le fait de faire une galek et de faire glisser ses fesses sur le tibia de quelqu'un, de son neveu, c'est mon hypothèse, hein, mais je vois plutôt ceci que des fantasmes de psychiatres, de psychologues. Voilà. Tant pis pour moi s'ils ne sont pas d'accord. Donc, jusque dernièrement, je suis allé donc plus d'une douzaine de fois dans ce village, et j'y ai vécu dans ce village avec cette très belle maison des hommes qui est ma maison, parce qu'en fait, il y avait 3 maisons cérémoniales dans ce village. Et là, c'est la maison Payembit, qui malheureusement, il y a 2 ans, s'est écroulée. Elle était... le chaume était vieux, elle avait plus d'une 60aine d'années, et naturellement, c'est comme les humains, puisque ces maisons sont considérées, sont plus ou moins humanisées, elles ont des yeux, une langue, des boucles d'oreilles, des jupes, tout ça, et ils considèrent qu'elles meurent et qu'elles renaissent après lorsqu'on les reconstruit, tout ça. Et donc il y a des générations de maisons des hommes, ou maisons cérémoniales comme je préfère les appeler, comme il y a des générations humaines. Donc, jusqu'à nos jours, j'ai pu assister à différents événements. Il faudra que j'écrive un jour tout ceci, que je mette ça par écrit. Mais il y a beaucoup d'autres choses à écrire. Donc, j'ai constitué également un herbier. Alors, ça, c'est pas simple de constituer un herbier en zone tropicale. Et je sais que Florence Brunois, ma collègue qui a travaillé dans la région du lac Koutougou, a eu beaucoup de difficultés et qu'elle a même abandonné parce qu'elle n'y arrivait pas. Et bon, moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps, aidé par mes amis Yatmoul, à faire sécher, trouver des techniques particulières au-dessus des foyers, faire fumer ces plantes. Et il y en a certaines, entre autres, comme les plantes hippiques. Les orties, merci. Il y a différents types d'orties, dont un ortie qui pique 10 fois plus que les nôtres.
je n'ai jamais réussi à les conserver, ça pourrit. Donc ça, je ne sais pas pourquoi, il y en a certaines qui pourrissent plus que d'autres. Par contre, j'ai pu ramener quand même en double, donc un herbier pour l'herbier national de Nouvelle-Guinée et un herbier que j'ai ramené pour le muséum, qui se trouve maintenant au Muséum d'histoire naturelle, de plusieurs centaines de plantes. De même, j'ai ramené des fibres utilisées pour la fabrication des filets de portage. Et donc tout ça, c'est maintenant au Muséum d'histoire naturelle. On peut dire que j'ai fait de l'ethnologie participante. J'allais avec mon frère d'adoption qui s'appelle Benny, donc j'en ai déjà parlé, j'ai déjà donné son nom. C'est lui qui me présentait parfois à un homme de tel et tel clan qui me disait apporte-lui des noix d'arec. Oui, j'ai alors une chose à dire, c'est que je n'ai jamais payé comme certains collègues, malheureusement il faut le dire, qui payent pour avoir des mythes. Et pour moi, ça me paraît impensable de payer pour avoir des mythes parce que ils sont pas fous. Les gens, s'ils voient qu'on donne de l'argent pour avoir des histoires, ils vont vous en inventer des centaines. Donc, moi, j'ai seulement suivi le système local, c'est-à-dire qu'un jeune qui veut avoir des mythes d'un ancien, il lui apporte des noix d'arec, un petit cadeau comme ça, mais un cadeau local. Et donc, c'est ce que j'ai toujours fait. Et en plus, c'est que les anciens qui, pour me raconter des histoires, me disaient oui, il me faut des noix d'arec parce que pour me mettre en contact avec les histoires. En fait, c'est ça, une des fonctions des noix d'arec qui rentrent dans la composition des chics de Bethel. En fait, ça a des effets un peu comme l'alcool, hein. Ça fait tourner la tête, et tout ça. Mais les gens là-bas disent que ça met en contact avec le monde des ancêtres, puisque en fait on perd un peu la tête. On est comme dans les rêves, on est en contact avec les ancêtres. Voilà, c'est les petits cadeaux que j'apportais lorsque je demandais certaines histoires. En fait, oui, je n'ai jamais travaillé avec des questionnaires. J'ai une anecdote à ce sujet. Des collègues sociologues, travaillant, quand j'étais à l'université de Leh, pendant un moment, j'ai travaillé sur le bidonville de Bumbu, où il y avait des membres de la communauté de mon village qui y vivaient. Et j'ai publié un article, je sais, qui a beaucoup intéressé même les Papous, ils l'ont fait traduire en anglais. Le patron de l'université de technologie de Leh, de la ville de Leh, avait déconseillé aux chercheurs de se rendre dans ce bidonville parce que c'était trop dangereux, il y avait des vols, ils pouvaient même aller plus loin. Donc, moi j'en ai parlé à mes amis, ils me disent mais non, mais tu peux venir, on viendra te chercher à l'entrée du bidonville, tu crains rien. Et effectivement, j'ai pu travailler sans problème, on venait me chercher, on me ramenait à la lisière du bidonville, et je n'ai jamais... Mais j'ai un peu compris pourquoi les sociologues avaient eu des problèmes, parce qu'ils distribuaient des questionnaires, et puis après ils repartaient chez eux, ils rentraient surtout pas dans le bidonville. Mais si, au début, ils rentraient dans le bidonville. Mais ils ont eu des menaces, et des menaces de mort, parce que les gens s'étaient aperçus que les questionnaires servaient à la police pour acquérir certaines informations. Tandis que moi, je suivais les réseaux familiaux, je ne posais pas des questions indiscrètes concernant la place qu'ils avaient pris dans le bidonville, et vu que souvent c'était sur des terrains usurpés et tout ça. Et là-dessus, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, et donc j'ai évité de poser des questions, sauf sur une plante, en disant « Est-ce qu'il y a une histoire sur cette plante ?» Voilà, c'était le genre de questions que je posais. Mais jamais j'ai posé des questions très précises, parce que je savais que pour me faire plaisir, on trouverait toujours une manière de répondre, mais une réponse qui ne serait pas forcément la bonne. Ça serait une réponse pour me faire plaisir.
Voilà. Donc, écoutez plutôt que questionner. Écoutez, écoutez beaucoup. Et même, je me suis aperçu que, bon, ma vie, c'est vrai que ma vie a totalement changé après ce séjour d'une année là-bas chez mes amis papous. J'ai vu le monde différemment. Même ici en France, souvent j'ai pris un comportement que je pense être celui de l'anthropologue. Si je suis parmi beaucoup d'amis ou dans une ambiance avec beaucoup de gens, j'observe. Voilà, je suis devenu un observateur plutôt que de questionner ceci, cela. Et voilà. Alors une chose aussi à dire, c'est que je pense avoir été apprécié dans mon village parce que ben, je faisais, comme je disais un peu, le docteur Schweitzer. J'avais emporté beaucoup de choses médicales et bon, je soignais. Chaque soir, j'avais avant la nuit des gens qui venaient pour surtout des blessures parce que bon, je ne suis que secouriste, je ne suis pas un médecin ni infirmier vraiment diplômé. Donc je soignais les bobos, tout ça. Mais bon, j'ai eu des réussites. Une petite gamine qui avait un énorme trou dans la cuisse, c'est un framboisia, ça s'appelle, c'est un virus qui creuse la peau, tout ça. Je lui ai traité avec des sulfamides, je lui ai donné du Bactrim forte, je savais qu'il fallait faire attention parce que dans les dosages, je lui ai donné un quart de... Et mais après mes soins, en une semaine, comment ça, c'est pas une blessure, enfin ce trou qu'elle avait s'est réduit, tout ça. Alors là, je suis devenu vraiment le docteur Schweitzer du village. Bon, et j'ai pu une année, j'ai fait une mission, qui était une mission européenne, pour, j'en ai parlé, la PFT, sur les forêts tropicales, et j'étais avec des collègues, entre autres une collègue allemande, qui avait une formation de pharmacienne, nous nous sommes trouvés dans un village, là c'était vers... pas au Sepik, mais enfin dans le West Sepik, près de la frontière indonésienne, dans la région de Vanimo. Et elle recevait aussi des gens comme moi, je pouvais le faire au CEPIC. Mais par exemple, elle leur avait dit, ah ben à 6 heures, c'est fini. Et donc, j'ai été étonné de voir quelqu'un qui demandait pour un petit soin et tout ça. Elle m'a dit, ah non, non, c'est 18 heures passées, c'est fini. Et ça, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la rigueur allemande, mais moi, je ne pouvais pas. Bon, si les gens sont venus me trouver, même tard, le soir, à la lumière de la lampe tempête, je soignais le bobo et tout ça. Et, bon, voilà, c'est deux manières de voir les choses.